Montre, est-ce que je conseillerais pour moins de 1 000 €? C'est une question qui paraît simple, mais si on veut faire une bonne réponse, je pense que ça demande un petit peu de réflexion. Mais là, depuis quelques jours, je suis pas tombé sur une marque parce que je la connaissais déjà, mais je me suis pris de passion pour une marque beaucoup plus récente. Un moment clé auquel j'aurais décidé de partager ma passion, c'est Corentin. Et aujourd'hui, je vais répondre aux questions que m'a posé William pour le blog Ma Petite Watch. Donc pour me présenter, je m'appelle Corentin, j'ai 26 ans, je suis le créateur de la chaîne YouTube Amateur de montres, également de l'Instagram du même nom et également du TikTok, mais je me sers plus vraiment de TikTok parce que je n'aime pas cette plateforme tout simplement. En cumulé, je dois avoir environ 8000 abonnés. Et puis sinon dans la vraie vie, je suis viticulteur depuis plusieurs années après avoir fait des études dans la viticulture et l'œnologie. Et voilà, c'est un métier que je fais comme mon père le faisait, son père avant, etc. Donc c'est un métier qu'on fait depuis des générations. Et à côté, j'ai cette passion donc, pour les montres que je partage depuis plusieurs années. Je pense que je suis tombé amoureux, alors c'est un mot assez fort, mais en tout cas j'aime les montres depuis que je suis enfant. J'ai un oncle qui était horloger, alors il est maintenant à la retraite depuis plus de 10 ans, mais il faisait les marques Iema, Citizen, Casio aussi il me semble. Et c'est vrai que depuis que je suis petit, en fait, on passait dans sa boutique. Pour aller chez lui, on passait soit dans sa boutique, soit juste à côté. Donc j'ai toujours vu des montres autour, ça m'a toujours intrigué. J'ai toujours vu mon père porter une montre au poignet, toujours une montre assez sportive avec un bracelet acier et un cadran blanc, toujours. Et comme il était également viticulteur avant moi, c'est un métier qui est très manuel et très exigeant pour les montres. Moi je fais énormément attention et pour le coup lui il ne faisait pas du tout attention. Donc les montres étaient souvent cassées, donc la couronne de remontoir arrachée, le bracelet cassé, le verre brisé, la montre qui a pris l'eau. Donc on était très souvent finalement chez mon oncle horloger et je pense que mon amour pour les montres remonte à cette période-là. La première montre qui a captivé mon attention, alors je pense que c'est la toute première que j'ai demandé en cadeau à ma mère. C'est une Casio G-Shock. En fait, j'avais un camarade de classe, je me souviens plus si c'était à la fin du collège ou au début du lycée, mais qui avait une grosse montre blanche au poignet. C'était une G-Shock très massive blanche et en fait je me suis dit que je voulais une montre comme ça, alors pas forcément blanche, d'ailleurs la mienne est noire. Mais c'est vraiment la première montre qui m'a impressionné pour son côté très militaire et toutes les fonctions évidemment qu'une G-Shock peut avoir. Alors c'est assez compliqué de déterminer un moment précis, un moment clé auquel j'aurais décidé de partager ma passion. En tout cas, ça démarre certainement avec l'achat de ma première montre mécanique à remontage automatique. J'ai voulu faire du contenu. Depuis l'adolescence, je suis assez familier avec YouTube. J'ai dans le passé posté des vidéos sur les smartphones, sur les jeux vidéo, sur une chaîne dans le passé. Donc j'étais assez familier avec la plateforme, donc quand j'ai pu finalement m'acheter par mes propres moyens des montres, je m'y suis intéressé à fond. En général, c'est souvent comme ça avec moi quand je m'intéresse à un sujet, je passe énormément de temps dessus et de fil en aiguille, en fait, j'ai voulu partager. Et puis quand j'ai acheté ma Tudor Black Bay, la première, que j'ai eu, là je me suis vraiment trouvé assez légitime pour le coup pour lancer une chaîne YouTube et en fait parler humblement de ma passion, des montres que j'achète et le partager avec les gens, etc. Et vraiment c'est tout l'échange qu'il peut y avoir avec les personnes que je trouve extrêmement cool dans cette activité. C'est assez difficile de dire ce qui distingue une montre exceptionnelle d'une montre ordinaire, déjà parce qu'exceptionnel c'est quand même un superlatif assez fort. Mais je dirais que pour moi, une montre qui me plaît vraiment, c'est une montre qui a du contexte autour d'elle. C'est-à-dire qu'il faut que le modèle ait une histoire, qu'il y ait une histoire autour de sa création ou que la marque ait une belle histoire. Alors ça peut être une marque ancienne, ou dans ce cas-là c'est plus facile, mais aussi une marque assez récente qui arrive à créer un vrai ADN. Donc ça pour moi c'est le plus important. Et puis
Ensuite, il faut bien entendu que la montre ait un design qui me plaise, bien abouti, avec une qualité de finition indéniable et également un mouvement qui tienne la route. Voilà. Finalement, c'est un peu ça aussi qui guide mes achats en fait. Pour développer mes connaissances en horlogerie, en fait, j'ai passé énormément de temps sur les sites des différentes marques en fait, où il y a déjà énormément d'informations. Et ensuite, à chaque fois que je me suis intéressé à une montre, j'ai vraiment écumé le web à la recherche d'informations écrites, mais également de vidéos, que ce soit en français ou en anglais. Donc voilà, Google est le meilleur ami et je pense que pour rechercher des informations sur l'horlogerie, en fait, il suffit de taper sur Google ce que l'on cherche et finalement on trouve une quantité de choses sur le sujet qui permet d'apprendre beaucoup de choses. Après, il faut faire le tri bien entendu, mais par exemple en France, il y a des sites comme Le Calibre ou La Petite Trotteuse qui sont très bien faits. Il y a en Angleterre, dans le monde anglophone plutôt, des sites comme Fratello, Dinky, Monochrome Watches, pas mal également de blogs. Donc voilà là où je me suis cultivé. Et puis également un autre point très important, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce à la chaîne YouTube aussi. Donc tous les créateurs de marques, tous les professionnels du milieu qui m'ont énormément apporté de choses. Et pas plus tard qu'en ce début d'année, en fait, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai échangé au téléphone avec d'autres fondateurs de marques qui m'ont véritablement appris énormément de choses sur ce milieu de l'intérieur finalement et des choses qui ont pu même modifier ma vision de l'horlogerie même encore. Donc c'est ça que je trouve passionnant, c'est de chaque jour apprendre des choses. Alors bien entendu, en fait, il y a une montre qui a une signification particulière et une histoire particulière pour moi. C'est ma toute première montre mécanique à remontage automatique, à savoir donc ma Hamilton Kaki Aviation Pilot Day-Date Auto. C'est toujours très facile à dire. En tout cas, c'est la montre que portait Matthew McConaughey dans le film Interstellar. C'est quelque chose que je ne savais pas au moment où j'ai flashé sur le design de cette montre. Et en fait, il faut savoir que Interstellar, c'est mon film préféré, en tout cas vraiment l'un de mes préférés. Je suis aussi fasciné par l'espace, donc ça a du sens. Et c'est vrai que cette montre, quand je l'ai reçue, j'ai éprouvé des émotions pour un objet que je n'avais jamais éprouvé. J'ai été fasciné par cet objet très bien fait. Alors évidemment, maintenant avec le recul, je découvre qu'il y a des montres encore mieux faites, mais je n'ai plus, sans être blasé bien sûr, mais je n'ai plus cette émotion très forte que j'ai ressentie quand j'ai reçu cette première montre. Donc c'est vraiment d'elle que tout a commencé, donc évidemment j'ai une attache particulière à cette montre. Alors pour mon top 3, concernant la première de ce top 3, c'est assez facile, c'est ma Omega Speedmaster, parce que comme je l'ai dit, je suis très attaché au contexte autour d'une montre et pour le coup l'histoire de la Speedmaster est incroyable et en plus de ça j'adore tout ce qui touche à l'espace et évidemment l'histoire de la Speedmaster est liée à ce milieu, donc forcément ça coule de source. La Speedmaster est ma montre préférée, donc elle est au sommet de ce top 3. Après je dirais ma Tudor Black Bay 58 parce que c'est une montre de plongée mais très polyvalente, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment la porter pour aller à l'océan mais ensuite la garder pour aller au restaurant au bord de la mer le soir. Donc oui, je pense que la deuxième c'est ma Tudor Black Bay. Et puis en troisième, ça va peut-être surprendre du monde parce que c'est une marque assez inconnue en Occident, c'est ma Fita Spacewalk Space Station qui porte d'autres noms aussi parce qu'en fait c'est une marque chinoise mais de haute qualité. C'est vraiment considéré comme une marque de luxe en Chine, elle est vraiment vendue aux côtés d'Omega et de Rolex et d'ailleurs c'est la marque la plus vendue en Chine. C'est une marque très très puissante là-bas mais qui ne s'exporte pas et vraiment le distributeur France a vraiment fait le forcing pour essayer de pouvoir vendre ces montres sur notre sol et c'est très bien parce que vraiment ils offrent un rapport qualité-prix qui est juste incroyable. Pour rappeler, alors ma Fita, en fait c'est une réédition de la montre que portent les taïkonautes puisque Fita est associé au programme spatial chinois et donc la mienne voilà c'est une réinterprétation plutôt commémorative de la montre que portent les taïkonautes sur leur combinaison. Donc si je dis réinterprétation c'est parce qu'en fait elle reprend le design mais elle est avec un diamètre plus contenu de 44 mm au lieu de 54 mm parce que voilà elle se porte sur leur combinaison spatiale qui est très volumineuse donc il faut quelque chose de très très lisible.
Mais bon, là, ils ont voulu l'adapter au public, au grand public. 44, ça reste très massif et j'aime quand même ce côté massif qui rappelle l'original qui va dans l'espace. Et alors la mienne, c'est à but commémoratif, puisqu'en fait, elle rend hommage à la première station spatiale chinoise qui est actuellement en orbite depuis 1 ou 2 ans. Donc voilà, c'est une montre d'une qualité incroyable avec un boîtier et un bracelet, à l'exception de la boucle, entièrement en titane grade 5. Voilà, c'est pas toutes les marques qui font du titane grade 5 parce que c'est de loin la meilleure qualité de titane. Et on a également de l'or 18 carats dans l'un des sous-compteurs de la montre. Donc c'est une montre que j'aime énormément et c'est un petit peu ma pépite. Voilà, pépite parce que inconnue et en même temps avec l'or sur le cadran, je trouve que ça lui va bien. J'ai pas vraiment de marque de montre préférée, je suis assez ouvert là-dessus. J'aime énormément la marque Rolex, même si je n'en ai pas encore. Enfin, j'ai une Tudor, donc c'est lié à Rolex, mais c'est une marque que j'aime énormément parce que ils ont fait énormément pour l'horlogerie en général, parce que oui, leur marketing leur permet de vendre des montres, mais ça permet aussi de faire connaître le milieu de l'horlogerie. Et puis voilà, ils sont associés à la conquête humaine et je trouve que c'est une marque très très intéressante avec une qualité vraiment extrêmement aboutie. Après, j'aime beaucoup aussi Longines parce que ça a un passé une longue histoire, un passé assez glorieux jusqu'aux années 60. Omega aussi, surtout par rapport à la Speedmaster. J'aime aussi beaucoup, et ça c'est plus étonnant, l'histoire de Seiko. Donc ouais, j'aime beaucoup pas mal de marques, mais j'en ai pas vraiment une que je préfère, pour être très clair. Alors concernant l'avenir de l'horlogerie, je suis pas forcément très imaginatif en termes de nouvelles technologies. Moi j'aime l'horlogerie plutôt traditionnelle dans le sens mouvement mécanique ou à remontage manuel ou à remontage automatique, mais avec une architecture assez classique. Je suis assez peu attiré par le reste. Donc j'attends évidemment des améliorations en gardant cette architecture, mais voilà, que ce soit sur la réserve de marche, sur la précision, sur l'antimagnétisme, sur la fiabilité. Mais par exemple, une Seiko, le Spring Drive de chez Seiko, je trouve ça incroyable comme technologie, mais moi ça m'attire pas plus que ça. Donc honnêtement, à part qu'ils améliorent ce qui se fait déjà, j'attends pas de révolution technologique en fait. Et concernant les tendances, eh bien, écoutez, j'aimerais bien que ça reste dans un niveau de taille que l'on a à l'heure actuelle au niveau des tailles des montres. C'est-à-dire entre 38 et 42, en gros moi c'est des tailles qui me conviennent parfaitement, même si de mon point de vue le corne à corne est le plus important, c'est-à-dire entre 45 et 50 mm de corne à corne, pour moi c'est ce que j'aime. Mais sinon je pense qu'on va continuer à voir les micro-marques prendre des parts de marché aux grandes marques. D'ailleurs on s'aperçoit que les grandes marques essayent vraiment de sortir du créneau de prix inférieur à 1000 € pour essayer vraiment de se distinguer de ces micro-marques. Mais je pense quand même que les micro-marques vont aussi monter en gamme et continuer de diversifier l'offre que l'on a actuellement sur le marché. Alors c'est pas une question évidente, donner des conseils à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le milieu pour créer sa collection de montres. Je sais qu'il y a des collègues youtubeurs qui ont fait des vidéos dans ce sens-là. Moi je m'y suis jamais risqué. Alors je pense que déjà il n'y a pas une seule façon de rentrer dans le milieu et d'aborder l'horlogerie et une collection de montres. Voilà, c'est une démarche finalement assez personnelle et il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Après donc les conseils que je donnerais, avant d'acheter sa toute première montre, pour moi il faut se cultiver, il faut vraiment être curieux, il faut vraiment déjà regarder l'horlogerie dans sa globalité, se renseigner sur l'histoire de l'horlogerie, sur les différents styles de montres, sur les différents types de mouvements de montres. Voilà, il faut être à l'aise avec ces sujets-là et ensuite, une fois qu'on sait le type de mouvement qu'on veut, le type de style de montre que l'on veut, eh bien on peut plus creuser dans ce style de montre. Bien sûr, il faut l'adapter à notre environnement au quotidien, etc. Mais une fois que l'on a envie d'aller vers un style de montre, eh ben, il faut y aller, il faut, je pense, se faire une première présélection de montres, par exemple en allant sur des sites comme Ocarat, en utilisant les filtres. Et ensuite, par contre, il faut creuser le sujet sur chacune des montres, voir si la montre appartient à une marque qui est sérieuse. Alors, une marque sérieuse, ça peut être une grande marque reconnue, mais également une marque assez jeune qui a déjà une certaine réputation. Et puis voilà, je pense qu'il faut taper le nom de la montre sur Google et puis
puis regarder tout le contenu qui est disponible dessus pour vraiment savoir de quoi on parle et ce qu'on achète en fait, pour ne pas qu'il y ait de surprise. Évidemment, je conseille aussi d'aller en boutique, même si parfois les vendeurs ne sont pas super doués pour nous faire envie d'acheter une montre. Enfin, voilà, on n'a pas forcément eu tous que des très bonnes expériences avec des vendeurs. Moi j'en connais un, notamment à la boutique Mornier à Bordeaux, avec qui j'ai fait une vidéo que j'aime énormément parce que c'est un passionné et que voilà, il donne clairement envie de s'intéresser aux montres. Mais voilà, il y a des fois c'est plus compliqué. Mais donc, avec toutes ces façons de faire, je pense qu'il y a moyen de vraiment savoir ce qu'on achète. C'est très important avant de franchir le premier pas. C'est un peu comme ça que j'ai fait finalement, et 4 ans après, je ne regrette toujours pas ma première montre automatique parce que ça reste une montre très sérieuse, même des années après. Voilà. Puis je pense qu'il faut écouter, il faut poser des questions aux gens qui sont déjà dedans et écouter leurs réponses. Voilà. Quelle montre est-ce que je conseillerais pour moins de 1000 €? C'est une question qui paraît simple, mais si on veut faire une bonne réponse, je pense que ça demande un petit peu de réflexion. Je pense qu'il n'y a pas une seule montre qui est bonne à moins de 1000 €. Alors, je vais en donner 4 rapidement, en me laissant un petit peu de marge, parce que si je donne une montre à 990 € aujourd'hui, il y a des chances que dans 6 mois, elle soit déjà à plus de 1000 €. Je dirais que pour quelqu'un qui, comme moi, travaille en extérieur, a besoin d'une montre robuste au poignet, une plongeuse, c'est un bon choix. Donc par exemple, j'ai en tête une montre que je possède depuis 1 an et demi, dont je suis très content. C'est la Citizen ProMaster Diver 200 mètres Fujitsu. C'est une montre d'une marque historique reconnue qui, en plus, ça c'est un modèle, c'est une réinterprétation aussi d'un modèle historique qui a une belle histoire, qui est assez sympa, que je vous laisserai découvrir. Et puis c'est une montre qui est très sérieuse sur les specs, avec du titane, avec un revêtement qui durcit ce titane, qui le rend extrêmement dur à rayer, donc ça c'est top. Et puis elle est très sérieuse au niveau de la qualité et de son mouvement pour un prix de 750 €. Pour quelqu'un qui a besoin d'une montre robuste mais un petit peu plus polyvalente quand même qu'une plongeuse, je dirais qu'une Tool Watch, Field Watch, donc une montre de terrain, c'est intéressant. Il y en a qui sont très polyvalentes, par exemple je pensais évidemment à une Serica 6190, malheureusement elle est à 990 €, donc je vous laisse aller regarder si vous voulez, mais sinon si je me laisse un peu plus de marge, je dirais une Hamilton Khaki Field Auto. Je précise bien la version automatique parce qu'elle est étanche à 100 mètres et c'est, je pense, plus facile de rentrer avec une montre automatique que directement commencer avec une montre mécanique qui tous les jours il faut remonter, même si ça a un charme. Et puis la version mécanique n'est étanche qu'à 50 mètres et 100 mètres c'est quand même plus polyvalent. Ensuite, je dirais qu'une montre de style sport chic, alors je pourrais dire une Tissot PRX, mais je trouve qu'au niveau des tailles, c'est pas forcément super polyvalent. La 40 est un peu grosse pour beaucoup de poignets et la 35 est peut-être un peu petite aussi. Par contre, une Tissot Gentleman qui me semble à un peu plus de 900 € à l'heure actuelle, c'est une très bonne montre qui est sortie avant la PRX et qui a un boîtier un peu sportif, mais elle a un cadran élégant et elle ira dans toutes les circonstances et elle est étanche aussi à 100 mètres. C'est le même mouvement que dans la Hamilton dont j'ai parlé juste avant, 80 heures de réserve de marche, précise, etc. Donc c'est très bien. Et puis pour ceux qui sont dans un environnement très formel, très habillé, mais qui ne veulent pas mettre plus de 1000 €, je pense qu'une Seiko Présage par exemple, ou une Tissot Le Locle, ça marche très bien pour commencer. Alors mes projets pour 2024, déjà sur YouTube, je pense que ça va être de faire intervenir plus de monde du milieu sur ma chaîne, donc des gens que j'apprécie. Et sinon, alors je l'avais dit dans ma première vidéo de l'année, mais j'essaye de viser une montre de chez Rolex, une Submariner, parce que j'aime énormément l'histoire de Rolex, surtout aussi de la Submariner. Et voilà, donc c'est mon objectif actuel. Mais là, depuis quelques jours, je suis pas tombé sur une marque parce que je la connaissais déjà, mais je me suis pris de passion pour une marque beaucoup plus récente. La marque Bohen, et il y a moyen que je finisse par craquer parce que c'est une montre qui est extrême en termes de qualité, en termes de design, mais avec une marge de seulement x2, là où les grandes marques sont à x5, x10, donc c'est une marque d'une extrême qualité qui rivalise clairement sur ce point-là avec de la Rolex Sidewaller par exemple, mais à un prix 4 fois moins élevé, quoi. Donc c'est extrêmement intéressant et
et ça me passionne. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire pour répondre à toutes les questions que m'a posé William, dont je remercie de me les avoir posées et j'espère avoir rien oublié dans mes réponses. Allez, ciao tout le monde!